Une cloche. Elle sonne à 2h30 du matin. Dans l'obscurité totale d'une vallée alpine, derrière des murs épais dont certains ont 900 ans, des hommes se lèvent. Ils ne regardent pas leur téléphone. Il n'y en a pas. Ils ne consultent pas les notifications. Il n'y en a aucune. Ils passent leur robe, ils allument une bougie et ils descendent au chœur pour chanter les matines. Le même office, les mêmes psaumes, la même heure, depuis 9 siècles. 6 monastères français où des hommes vivent aujourd'hui selon des règles qui n'ont pas changé depuis le Moyen Âge. Pas en représentation, pas pour les touristes, pour eux-mêmes, selon un choix fait une fois pour toutes et renouvelé chaque matin à 2h30 quand la cloche sonne. Et quand nous arriverons au numéro 1, vous comprendrez pourquoi un monastère fondé en 1084 par un moine qui aurait pu devenir pape a choisi de s'installer dans le désert le plus froid et le plus reculé des Alpes, et pourquoi personne n'a le droit d'entrer dans ces murs depuis lors. Numéro 6. Abbaye Notre-Dame de Sénanque. En 1148, des moines cisterciens venant de l'abbaye de Mazan en Ardèche s'installent dans un étroit vallon du Luberon, en Provence. La vallée mesure 1 km de long sur 300 mètres de large. Elle est encaissée, froide l'hiver, sans accès facile depuis la route principale. C'est exactement ce qu'ils cherchaient. Les cisterciens, selon leurs règles, doivent construire loin des villes et des villages, dans des endroits qui n'appartiennent à personne. Ce vallon, parcouru par la rivière Sénancole, dont le nom vient du latin sana aqua, l'eau saine, correspond parfaitement. Ce qu'ils bâtissent est d'une sobriété absolue. Pas de décoration, pas de vitraux colorés, pas de peinture murale. L'architecture cistercienne, et Sénanque en est l'un des exemples les plus purs conservés en France, est une architecture du dépouillement délibéré. Les murs sont en pierre nue. La lumière entre par des baies simples. Le calcaire local a une couleur chaude, entre le doré et le beige, qui change selon l'heure et la saison. Cette beauté n'est pas ornementale. Elle vient de la qualité de la construction, de la précision des joints, de la proportion des espaces. Saint Bernard de Clairvaux, qui a fondé l'abbaye de Fontenay en Bourgogne, à peu près à la même époque, et qui a été le propagateur le plus éloquent de la réforme cistercienne, a expliqué ce choix dans une lettre restée célèbre. Il s'interrogeait sur l'utilité des sculptures monstrueuses dans les cloîtres, ces centaures, lions, singes, tigres, dont les moines de Cluny ornaient leurs chapiteaux. Il écrivait que ces images distrayaient le moine de sa prière, que la contemplation n'avait pas besoin de spectacle, que la beauté du sacré était dans le silence et la pierre nue. Cette esthétique du rien, qui semble austère vue de l'extérieur, était voulue comme une aide à la concentration intérieure. Le moine qui prie dans une abbatiale sans ornement ne peut s'appuyer que sur sa propre attention. Il n'y a rien à regarder. Alors, on regarde en soi. Aujourd'hui, 7 moines cisterciens de la commune Observance vivent à Sénanque. Ils sont venus de l'abbaye de Lérins, sur l'île de Saint-Honorat, au large de Cannes. Leur journée est rythmée par 7 offices. Vigile à 5h45, laude à 7h30, messe à 10h, nonne à 12h45, vêpres à 18h15, complis à 20h15. Entre les offices, ils travaillent. La lavande d'abord, 10 hectares de lavandin qui entourent l'abbaye et constituent l'image la plus photographiée de Provence. Mais aussi le rucher, le livret et la dimension touristique. 400 000 personnes visitent l'abbaye chaque année, dans les parties accessibles, hors des espaces de vie des moines. Dominique, 62 ans, vit à Toulouse. Elle est venue à Sénanque pour la première fois il y a 5 ans, par hasard. Elle visitait Gordes et s'est arrêtée. Elle dit qu'elle est arrivée en plein été, avec les lavandes en fleurs, et que l'image l'a stupéfiée. Le violet des champs, la pierre dorée de l'abbatiale, les montagnes du Luberon derrière. Mais elle dit aussi que ce n'est pas ça qui l'a retenue. C'est les vêpres. Elle est restée pour les vêpres du soir, en fin de journée. 7 voix qui chantent les psaumes en latin dans une abbatiale du XIIe siècle, dans un silence environnant absolu. Elle dit qu'elle ne pratique aucune religion, qu'elle n'avait rien planifié, et qu'en sortant de l'abbatiale,
Elle ne savait pas quoi dire. Elle y retourne chaque automne depuis. Pas à cause de la lavande, elle est fanée en octobre. À cause des vêpres. La cloche qui a sonné les vêpres ce soir-là sonne depuis 1148. Elle a traversé les révolutions, les guerres, les périodes où les moines ont dû partir et celles où ils sont revenus. Aujourd'hui, elle sonne à 18h15 et elle sonnera demain aussi. Est-ce que vous pouvez imaginer passer une journée entière sans regarder votre téléphone une seule fois? Répondez dans les commentaires, oui ou non. Je suis curieux de savoir combien parmi vous pensent que c'est possible. Si Sénanque est le cistercien le plus visible, le plus photographié, le plus connu, le suivant est le cistercien qui a changé l'Europe, et dont la forge médiévale était l'une des premières installations industrielles du continent. Numéro 5. Abbaye de Fontenay. En 1119, un jeune abbé nommé Bernard, qui deviendra l'un des personnages les plus influents du XIIe siècle, fonde une petite abbaye dans la forêt du Mont-Bar, en Bourgogne, l'abbaye de Fontenay. Elle est construite suivant les mêmes principes de dépouillement que Sénanque. Pas de couleur, pas d'ornement, la pierre et la lumière. Mais Fontenay ajoute quelque chose que les historiens de l'économie médiévale considèrent comme révolutionnaire, une forge hydraulique. La forge de Fontenay, construite au XIIIe siècle, utilise la force de l'eau pour actionner ses soufflets et ses marteaux. C'est l'une des premières installations industrielles de l'Europe médiévale. Les moines cisterciens, qui avaient choisi la pauvreté et le travail manuel comme principe fondateur, ont développé dans leurs abbayes une maîtrise technique qui a diffusé dans toute l'Europe des savoir-faire en métallurgie, en agriculture, en hydraulique. L'idée que les moines du Moyen Âge étaient coupés du monde et ignorants des réalités économiques est un mythe. Ils étaient, dans leur domaine, les ingénieurs et les agronomes de leur temps. Fontenay a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981. Elle est aujourd'hui l'une des abbayes cisterciennes les mieux conservées au monde. Plus de moines y habitent depuis la Révolution. Elle appartient à une famille privée qui la gère avec soin depuis 1820. Mais son intérêt dans ce classement est précisément cela. Elle est l'image figée de ce qu'était une abbaye cistercienne en pleine activité au XIIe siècle. Un document d'architecture vivant. Philippe, 67 ans, professeur d'histoire à la retraite, il a visité Fontenay plusieurs fois depuis les années 80. Il dit qu'à chaque visite, il s'arrête devant la forge et passe plusieurs minutes à regarder la façon dont l'eau a été captée et canalisée pour alimenter les machines. Il dit que c'est ça qui lui a fait comprendre quelque chose d'essentiel sur le Moyen Âge. Que les hommes qui priaient 7 fois par jour et construisaient des cathédrales étaient aussi des ingénieurs d'une compétence remarquable. Que le Moyen Âge qu'on apprend à l'école, sombre, ignorant, superstitieux, est une caricature. Que Fontenay est la preuve physique de la sophistication de la pensée médiévale. Il dit que le cloître de Fontenay, avec ses colonnes appareillées et ses arcades en plein cintre, est l'un des espaces dans lequel il se sent le plus à l'aise en France. Pas parce que c'est beau au sens facile du terme, parce que chaque élément est à sa place, chaque proportion est pensée, rien n'est superflu. Le dépouillement comme forme de respect. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo et ne vous êtes pas abonné, c'est le moment. On a 4 monastères encore à voir, et chacun va vous montrer une façon différente de vivre ce que la modernité ne propose plus. Numéro 4. Abbaye Saint-Pierre de Solesmes. Solesmes, Sarthe. Un bourg tranquille dans la vallée de la Sarthe, à quelques kilomètres de Sablé-sur-Sarthe. Et dans ce bourg, une abbaye bénédictine fondée en 1010, dont la communauté actuelle est considérée comme la référence mondiale du chant grégorien. Le chant grégorien. Ces mélodies liturgiques à une voix, sans instrument, sans harmonie, que l'Église catholique utilise depuis des siècles pour prier. À Solesmes, les moines ont consacré depuis le XIXe siècle une partie de leur travail à étudier, à restaurer et à codifier ce répertoire, qui avait été en grande partie perdu ou déformé après les perturbations de la Révolution française. Dom Prosper Guéranger, qui a rétabli la vie monastique à Solesmes en 1833, a lancé ce travail de restauration du plein chant. Ses successeurs n'ont poursuivi. Aujourd'hui, l'école liturgique de Solesmes produit des éditions de référence du chant grégorien utilisé dans des monastères du monde entier. Concrètement, cela veut dire ceci.
Si vous assistez aux offices à Solesmes, et c'est possible, les offices sont ouverts aux visiteurs, vous entendez un chant qui n'a pas changé depuis des siècles, interprété par une communauté qui a consacré sa vie à comprendre comment il devait être chanté. Pas une reconstitution, pas une performance musicale, une prière. La différence est perceptible. Anne-Marie, 59 ans. Elle est musicologue, spécialiste de musique baroque. Elle n'est pas croyante. Elle est allée à Solesmes parce qu'un collègue musicien lui en avait parlé en termes qui l'avaient intriguée. Elle dit qu'elle est arrivée à l'abbatiale pour les vêpres avec le regard professionnel de quelqu'un qui écoute de la musique ancienne. Que les premières minutes, elle analysait le traitement de la ligne mélodique, l'acoustique de la nef, l'intonation collective des voix. Et puis quelque chose s'est produit qu'elle ne sait pas exactement comment décrire. Elle dit que la musique a cessé d'être un objet d'analyse pour devenir autre chose. Quelque chose qui n'était plus de la musique et pas encore de la prière, mais qui appartenait à ces deux territoires à la fois. Elle dit qu'elle est restée debout dans la nef 20 minutes après la fin de l'office, qu'elle ne voulait pas faire de bruit, qu'elle avait l'impression que le son était encore là, dans les pierres. Elle est retournée à Solesmes 2 fois depuis. Elle envisage de demander à faire une retraite. Elle dit que ça la surprend elle-même. L'abbaye de Solesmes compte aujourd'hui environ 70 moines. C'est l'une des communautés bénédictines les plus importantes de France par la taille. Leur journée suit la règle de Saint-Benoît. 7 offices, travail intellectuel, repas en silence pendant lesquels un moine lit à voix haute. Pas de portable, pas d'internet en accès libre. Le monde continue d'exister. Ils lisent les journaux, ils suivent ce qui se passe, mais à distance, filtrés par le silence de la communauté. La règle de Saint-Benoît, rédigée au VIe siècle par Benoît de Nursie, est un texte d'une densité et d'une sagesse qui a traversé 15 siècles sans se démoder. Elle règle chaque aspect de la vie communautaire, la façon dont les moines dorment, mangent, prient, travaillent, reçoivent les visiteurs, gèrent les conflits entre frères. Elle a quelque chose d'un manuel de vie en commun, précis, pratique, attentif aux réalités humaines. Benoît n'idéalise pas ses moines. Il sait qu'ils ont des défauts, qu'ils se fatiguent, qu'ils peuvent se décourager. La règle est écrite pour des humains ordinaires qui ont décidé de vivre d'une façon extraordinaire. C'est peut-être pour ça qu'elle dure depuis 15 siècles. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle prend les hommes tels qu'ils sont et leur propose un cadre dans lequel ils peuvent devenir autre chose. Solesmes, en chantant chaque jour ces psaumes que Benoît avait organisés en cycle hebdomadaire au VIe siècle, incarne cette continuité d'une façon qui n'a rien d'une reconstitution historique. C'est vivant, c'est là, maintenant, à chaque office. Numéro 3. Abbaye de la Pierre-qui-Vire, Bourgogne du Sud, le Morvan. Une forêt profonde, des collines rondes, des ruisseaux. En 1852, dans ce coin reculé de Lyon, un moine bénédictin nommé Jean-Baptiste Muard fonde une communauté selon une règle qu'il voulait proche de l'esprit originel de Saint-Benoît. Austérité, travail manuel, vie commune, prière. La Pierre-qui-Vire, le nom vient d'un rocher local qui tourne sur lui-même, selon la légende, n'est pas une abbaye médiévale au sens chronologique. Elle a 170 ans. Mais elle vit selon les mêmes principes que ses sœurs fondées 7 siècles plus tôt. La communauté compte aujourd'hui une quarantaine de moines. Ils produisent du fromage, du pain, des produits artisanaux qu'ils vendent dans leurs boutiques et qui permettent à la communauté d'être économiquement autonome. Ils publient une revue de spiritualité, connaissance des religions, et une collection de livres sur l'art sacré. Ils accueillent des retraites, des hommes et des femmes qui viennent passer quelques jours dans l'espace d'hôtellerie prévu à cet effet, en dehors de la clôture des moines. Gérard, 63 ans, ingénieur en systèmes informatiques dans une grande entreprise parisienne. Il est allé à la Pierre-qui-Vire pour la première fois sur les conseils d'un ami qui avait fait une retraite là-bas. Il dit qu'il n'était pas particulièrement religieux, qu'il cherchait simplement à décrocher, une expression qu'il emploie dans le sens littéral, décrocher du flux constant d'informations, de sollicitations, de notifications qui constituent son quotidien professionnel. Il est arrivé un mercredi soir. Il a remis son téléphone à l'accueil, pas une obligation, mais une pratique encouragée. Il a rejoint la communauté des hôtes pour le dîner, en silence, pendant qu'un moine lisait un texte spirituel.
Il dit que le premier soir, le silence l'a mis mal à l'aise, qu'il ne savait pas quoi faire de ses mains, de ses yeux, de ses pensées, sans les habituelles distractions. Il a dormi 9 heures, la première fois depuis des années. Le lendemain matin, il s'est levé pour les laudes. Il dit que quelque chose dans les heures canoniales, le fait que la journée soit déjà structurée quand vous vous réveillez, que vous n'ayez pas à décider comment l'organiser, lui a procuré une sensation qu'il a mis du temps à identifier. Il a fini par trouver le mot, la légèreté. Il est revenu 2 fois. Il dit que ces 3 jours dans le Morvan lui permettent de traverser l'hiver, que quelque chose se recharge qu'il ne sait pas alimenter autrement. Il ne sait pas si c'est spirituel ou psychologique. Il dit que cette distinction lui importe de moins en moins. La pierre qui vire offre quelque chose de rare, un lieu vivant, habité par des hommes qui ont fait un choix total et qui accueillent sans condition ceux qui veulent s'y approcher temporairement. Sans obligation de croyance, sans obligation de pratique. Juste l'obligation du silence et du respect du rythme de la communauté. Il y a des statistiques sur les retraites monastiques en France qui surprennent. Le nombre de personnes qui séjournent chaque année dans les hôtelleries monastiques, plusieurs dizaines de milliers sur l'ensemble du territoire, a augmenté depuis une vingtaine d'années. Les monastères qui proposent des séjours signalent une demande croissante, émanant en particulier de personnes actives dans la quarantaine et la cinquantaine, souvent sans appartenance religieuse déclarée. Ce n'est pas un phénomène de retour à la religion, c'est un phénomène de recherche du silence, du rythme, de l'espace intérieur. Des mots qui auraient semblé étranges dans un séminaire de management il y a 30 ans et qui aujourd'hui arrivent dans les bouches des cadres dirigeants avec une sincérité qui force le respect. Ce que les monastères offrent n'a pas de concurrent direct dans le monde contemporain. Pas un spa, pas un séjour de méditation en ligne, pas une application de pleine conscience. Juste le silence, une règle ancienne, et des hommes qui l'ont choisi une fois pour toutes et qui continuent de la choisir chaque matin. Numéro 2. Abbaye Notre-Dame d'Aiguebelle, Drôme provençal, 1137. Des moines cisterciens s'installent dans une vallée isolée à une cinquantaine de kilomètres de Montélimar, entre Rhône et Provence. L'abbaye d'Aiguebelle, le nom signifie en occitan « belle-eau », « eau belle », est fondée selon la règle cistercienne dans sa version la plus rigoureuse. Elle sera, au fil des siècles, l'une des communautés cisterciennes les plus austères de France. Aujourd'hui, Aiguebelle compte une quarantaine de moines qui vivent selon la règle de Saint-Benoît dans sa version cistercienne stricte. Les journées commencent à 3h15 du matin avec les vigiles. Les repas sont pris en silence. La viande est bannie. Les cisterciens ne mangent que des végétaux, des produits laitiers et des œufs. Le travail manuel est une obligation spirituelle, pas une nécessité économique. C'est la façon dont le corps participe à la prière. Les moines produisent du miel. Les ruches d'Aiguebelle sont réputées pour la qualité de leur production et des produits de la boutique monastique. Ce qui distingue Aiguebelle des autres abbayes cisterciennes françaises, c'est la continuité de sa vie communautaire. Elle n'a jamais été vraiment interrompue depuis 1137, si ce n'est pendant les années de la Révolution. Elle n'a jamais été transformée en musée, en hôtel, en lieu de spectacle. Elle est restée ce qu'elle était au départ, un monastère où des hommes prient, travaillent et vivent ensemble selon une règle ancienne. La journée à Aiguebelle commence à 3h15 du matin avec les vigiles, l'office de la nuit. À cette heure, la vallée de la Drôme est dans un noir complet. Les moines descendent au chœur depuis leurs cellules individuelles. Ils chantent les psaumes en latin, le même texte que leurs prédécesseurs chantaient au XIIe siècle. Après les vigiles, retour aux cellules pour la Lectio Divina, la lecture spirituelle, méditative, lente. Puis laudes à 6h, messe à 7h30, tierce à 9h, le travail, sexte à midi, le repas en silence, nonne à 14h, le travail, vêpres à 18h, dîner, complis à 20h. Coucher. Réveil à 3h15. Demain. 365 jours par an. Depuis 888 ans. Un visiteur d'Aiguebelle, il est possible de visiter la boutique et l'extérieur, pas l'intérieur de la clôture,
a décrit ce qu'il avait ressenti en approchant du monastère par la petite route qui longe la rivière. Il dit qu'il avait eu la sensation que le temps changeait de consistance, que quelque chose dans l'air, dans l'absence de bruit, dans le paysage de collines autour, lui signalait qu'il entrait dans un espace qui fonctionnait selon d'autres règles. Pas magiques, simplement différentes, plus lentes, plus denses. Il dit que le pot de miel d'Egbel qu'il a acheté à la boutique, il le mange lentement, qu'il en prend moins à la fois que d'habitude, qu'il ne sait pas très bien pourquoi, mais qu'il lui semble que ce miel mérite ça. Un moine d'Egbel, appelons-le frère Jean-Paul, la communauté préserve généralement l'anonymat de ses membres, a donné un témoignage recueilli par un journaliste de la Croix il y a quelques années. Il a dit quelque chose qui mérite d'être entendu. Il a dit que la vie monastique n'est pas une vie sans désir, que les désirs sont là, comme pour tout le monde. Que ce qui change, c'est la façon dont on les traite. Que la règle ne supprime pas les désirs, elle crée un espace dans lequel on apprend à ne pas leur obéir automatiquement. Il a dit que ce qu'il a trouvé à Egbel après 30 ans n'est pas la paix. La paix n'est pas toujours là. C'est quelque chose qu'il appelle la consistance. La certitude que demain, quand la cloche sonnera à 3h15, il y aura quelque chose à faire qui a un sens. Il a dit ça à un journaliste qui est reparti le soir même à Paris prendre son train, et qui n'a probablement pas tout à fait dormi cette nuit-là. Et maintenant, le numéro 1. Le monastère que je vous annonçais au début. Celui où les moines ne parlent jamais, depuis 940 ans, et dont personne, ni touriste, ni journaliste, ni photographe, n'a le droit de franchir les portes depuis sa fondation. Numéro 1. La Grande Chartreuse. En 1084, un moine nommé Bruno de Cologne abandonne une carrière brillante dans l'Église. Il était sur le point de devenir évêque de Reims, l'une des charges les plus importantes de la chrétienté médiévale, et demande à l'évêque de Grenoble de lui indiquer un lieu pour se retirer du monde. L'évêque, Hugues de Grenoble, lui désigne un vallon perdu dans le massif des Préalpes de l'Isère, à 1200 mètres d'altitude, où la neige reste plusieurs mois par an, où les vents sont fréquents et où le silence est celui d'une montagne sans village. Ce vallon, Bruno et ses 6 compagnons l'appellent le désert de Chartreuse. Ils s'installent. Ils construisent des cellules individuelles autour d'un cloître commun. Ils définissent une règle qui est l'une des plus exigeantes de tout le monachisme occidental. Chaque moine vit dans sa cellule, seul, pendant la majeure partie de la journée et de la nuit. Il prie seul, travaille seul, mange seul. La communauté se réunit seulement pour les offices à l'église et pour un repas hebdomadaire le dimanche. Le reste du temps, le silence est absolu. Pas un silence relatif, une règle de vie. On ne parle pas parce qu'on a décidé de ne pas parler, pas parce qu'on n'a rien à dire. L'ordre des Chartreux a traversé 9 siècles pratiquement sans changer sa règle. Leur devise est « Stat crux dum volvitur orbis ». La croix reste ferme pendant que le monde tourne. Ce n'est pas une métaphore, c'est une description littérale de leur projet. Aujourd'hui, la Grande Chartreuse abrite environ 25 moines. Le monastère est fermé aux visiteurs depuis sa fondation. Personne n'entre. Pas les journalistes, pas les photographes, pas les fidèles en pèlerinage. La seule exception partielle, le film Into Great Silence du cinéaste Philippe Gröning, tourné en 2005 après 17 ans de demandes répétées à la communauté. Gröning a filmé seul, sans équipe, sans commentaire, pendant 6 mois. Le film dure 2h40. Il ne contient presque pas de paroles. Il est sorti en 2005 et a été acclamé par la critique internationale comme l'un des documentaires les plus importants du XXIe siècle. Ce que le film montre, et que la plupart de ceux qui l'ont vu retiennent longtemps, c'est la texture du temps dans un monastère chartreux. La neige sur les toits de la Grande Chartreuse. La lumière qui change dans la cellule au fil de la journée. Les mains d'un moine qui taille du bois. Le son de l'eau. Le son des cloches. Et puis, le silence. Un silence si complet qu'il devient une présence. On comprend en regardant ce film que le silence chartreux
n'est pas l'absence de quelque chose. C'est une chose à part entière, travaillée et entretenue comme un jardin. Chaque moine chartreux vit dans une cellule individuelle avec son jardin propre. Il prie, il lit, il travaille artisanalement selon ses aptitudes, reliure, peinture d'icônes, travail du bois. Il reçoit ses repas 2 fois par jour par un guichet dans la porte de sa cellule afin d'éviter tout contact non nécessaire. 1 fois par semaine, le dimanche, la communauté se réunit pour un repas pris ensemble, le seul moment de conversation autorisé. Le reste du temps, le silence. 940 ans de ce rythme, sans Internet, sans actualité en temps réel, sans bruit de fond. Et avec, depuis 2030 ans, une vue sur les préalpes de l'Isère qui n'a pas changé depuis 1084. À quelques kilomètres du monastère, dans le village de Saint-Pierre de Chartreuse, se trouve la Correrie, un musée consacré à l'histoire et à la vie de l'ordre des Chartreux. C'est là que les visiteurs peuvent s'approcher de ce monde sans y entrer. Des maquettes, des objets, des explications sur la vie quotidienne des moines, sur leur journée structurée depuis 2h30 du matin jusqu'à 21h30, sur les 7 offices qui rythment leur nuit et leur jour. Paul, 65 ans, retraité de l'administration publique, il a lu tout ce qu'il a pu trouver sur les Chartreux depuis 20 ans. Des livres d'histoire, des témoignages, des études sur la spiritualité carthusienne. Il a vu Into Great Silence 3 fois. Il est allé à la Correrie, il a regardé les objets dans les vitrines, il a marché jusqu'à la limite de la zone de silence autour du monastère. Il dit qu'il n'a pas envie d'entrer, que même s'il le pouvait, il ne le ferait pas. Que ce qui l'attire dans les Chartreux n'est pas le fait d'y être, mais le fait que cela existe. Que quelque part dans les préalpes de l'Isère, derrière des murs épais et des forêts profondes, des hommes vivent en silence depuis 940 ans. Et que ce silence est aussi réel que son appartement, son bruit, sa vie. Il dit que ça l'apaise, de savoir que ça existe. Il y a quelque chose dans les Chartreux qui fascine les gens qui n'ont aucune intention de les imiter. La liqueur chartreuse, la seule dont les moines ne communiquent pas la recette, détenue par 2 frères chartreux qui connaissent chacun la moitié des 130 plantes qui la composent, est fabriquée à Voiron, à quelques kilomètres du monastère, par les frères qui se consacrent à cette tâche. Elle subventionne la vie de la communauté. C'est un des paradoxes charmants de cet ordre. Les moines les plus silencieux du monde produisent l'une des liqueurs les plus célèbres de France. 6 monastères, 6 cloches. La cloche de Sénanque qui sonne les vêpres à 18h15 devant les champs de lavande. La forge de Fontenay, dont le marteau hydraulique est silencieux depuis des siècles, mais dont les pierres portent encore la trace de cette révolution industrielle monastique. Les voix de Solesmes qui chantent un répertoire vieux de 1000 ans dans une abbatiale de la Sarthe. Le silence du Morvan, de la pierre qui vire, où Gérard a dormi 9 heures pour la première fois depuis des années. Le miel d'Aiguebelle et les 3h15 du matin d'une abbaye cistercienne qui n'a jamais vraiment fermé. Et la grande Chartreuse, fermée à tous depuis 940 ans, dont on sait qu'elle existe et dont on sait, au fond, qu'il vaut mieux qu'elle reste fermée. Que l'existence de ces murs, de ce silence, de ces 25 hommes qui prient dans la nuit alpine, tout ça dit quelque chose qui ne demande pas à être vu pour être entendu. Dans un monde où l'on passe en moyenne 4 heures par jour sur un écran, où les algorithmes décident de ce qu'on voit avant qu'on ait eu le temps de le choisir, où le silence est devenu une ressource si rare qu'on organise des retreats payants pour l'approcher, dans ce monde-là, ces 6 monastères continuent. Pas pour nous, pas pour les touristes, pas pour les vidéos YouTube, pour eux-mêmes, selon leurs règles, à l'heure de la cloche. Et c'est peut-être justement pour ça qu'ils nous fascinent. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous seriez capable de passer 3 jours en silence complet, sans téléphone, dans un monastère comme la Pierre-qui-Vire ou Solesmes? Pas par obligation religieuse, juste pour essayer. Et si vous avez déjà vécu ce type d'expérience, je voudrais vraiment entendre comment ça s'est passé. Abonnez-vous à cette chaîne
si vous voulez qu'on continue à explorer les endroits de France que le bruit du monde ne couvre pas encore. Et si cette vidéo vous a donné envie de chercher un silence comme celui des Chartreux, même pour 1 heure, le like aide l'algorithme à la montrer à ceux qui en ont peut-être besoin sans le savoir.